Bon, ben l'impression, l'éducation, elle sert à deux parties. Elle sert autant aux enfants qu'aux éducateurs. Parce qu'autant l'enfant peut éduquer ou impressionner l'éducateur peut impressionner les enfants. Disons que l'impression en éducation ne devrait servir que pour arriver à garder en vie une personne à éduquer. Si vous avez une personne, un enfant, qui veut jouer avec le feu et qui n'est pas en âge de comprendre le danger du feu, alors là, on doit donc l'impressionner. Alors, la première forme d'impression, ça peut être sur les fesses. On laisse des marques. Et, bref, c'est la loi de l'impression. Ça peut être dans sa psychologie. Disons que c'est beaucoup moins dommageable d'impressionner un enfant sur le corps que dans sa psychologie. Quoique, évidemment, l'impressionnant sur le corps, on impressionne sa psychologie, mais c'est moins dommageable que de crier après ou de faire des menaces, ou etc. Mais, à l'exception du fait, à l'exception de cet état d'éducation où une personne à éduquer, un enfant, par exemple, n'est pas apte à comprendre, mais que sa vie est en danger s'il ne comprend pas, là, on doit impressionner. Toutes les autres, disons, étapes de l'éducation devraient toujours se faire sans impression. L'être humain doit être éduqué de façon à ce qu'il puisse arriver à apprendre, qu'il peut apprendre et à apprendre comment apprendre. Donc, il doit arriver à savoir qu'il peut comprendre. Et comprendre, c'est une forme d'éducation qui est en rapport, en relation intime avec les intelligences, disons, qui permettent l'évolution de la planète. Croire, ce n'est pas comprendre, et avoir peur, c'est encore moins comprendre. Alors, si je ne fais pas une chose parce que j'ai peur des réprimandes, d'une contravention, de ce que les autres vont en dire, ce n'est pas d'éducation. Mais c'est de l'impression, et c'est de la manipulation par l'impression, cela va de soi. Si on veut éduquer, on doit donc amener la personne à éduquer à comprendre, et on doit lui faire comprendre des choses qui sont en rapport avec son âge. Et on peut lui donner des expériences, elle peut se briser une jambe pour arriver à comprendre, mais c'est pas grave. Ça repousse pas, mais ça se répare. Par contre, si on impressionne sa psychologie d'une façon telle qu'elle en est traumatisée, ou que cela va déformer toute l'expression qu'elle pourrait avoir à l'état adulte, je ne crois pas qu'on a réussi l'éducation. Elle mange avec une fourchette, elle mange avec une cuillère, mais elle ne sait pas pourquoi. Tout ce qu'elle sait, c'est que c'est comme ça qu'on le fait. Parce qu'à un moment donné, on lui a dit que si elle faisait pas comme ça devait se faire, elle serait punie, elle n'aurait pas de dessert, elle n'aurait pas de, etc. Bref, la manière où on éduque les enfants, toujours en rapport avec ce que la visite peut penser des éducateurs si l'enfant fait telle chose. Ça, c'est une éducation qui, c'est plus un élevage. Et on a été élevé comme ça, on élève souvent comme ça, mais l'impression ne doit pas servir en éducation. Les enfants veulent manipuler leurs parents. Les enfants aussi vont impressionner. J'ai un neveu, presque un neveu du moins, qui a 5 ou 6 ans et qui a une mère et une sœur qui sont extrêmement juponneuses. Il peut pas éternuer sans qu'on se goroche pour le secourir. Et puis, à un moment donné, il est assis à la cuisine et il se met à crier. Puis il se met à crier, puis il crie, puis il crie, puis il crie, puis il arrête de crier. Là, il écoute. Là, il entend boum, 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 boum. Sa sœur s'en venait en courant, sa mère n'était pas là. Arrive dans la cuisine, tout essoufflé. L'autre, il la regarde. Hein, c'était un bon cri, hein? Bon, sa sœur a failli le tuer. Alors, lui a impressionné, il a imprimé quelque chose parce qu'il savait. Et les enfants peuvent aussi bien manipuler les parents que les parents les enfants. Et les enfants apprennent à manipuler parce qu'ils sont éduqués en étant manipulés. Les enfants sont des singes, ils imitent. Et les adultes sont des singes qui ont imité. Alors, ce qui fait que l'éducation n'évolue pas. On ne doit pas impressionner jamais. Si vous rencontrez, vous découvrez une technique extraordinaire qui peut amener l'être humain à évoluer, on va être en affinité avec la technique parce qu'elle nous impressionne. Mais l'art de l'évolution n'a pas été fait pour impressionner l'être humain. Il est fait pour l'éduquer. Et l'éducation des êtres humains par rapport aux enfants humains, aux petits hommes, doit être faite de façon à les éduquer, c'est-à-dire à leur donner des outils, et non pas à les forcer à devenir des outils. Et lorsque l'on manipule, lorsqu'on essaie de graver, on veut transformer une chose, un réceptacle, en
une espèce d'outil qui va être capable de nous servir. D'ailleurs, la société éduque sa population de façon à ce que la population serve la société. Dans une société, il y a des pour et des contre à cette façon de voir. Mais dans l'éducation, on ne doit pas éduquer un enfant pour que l'enfant fasse ses commissions. S'il comprend l'utilité du partage des tâches, il fera les commissions avec un grand sourire aux lèvres. Mais de temps en temps, les parents devront faire les commissions, qu'ils partagent les tâches. Mais si on veut bâtir des outils pour alléger le fardeau de la famille, évidemment, on impressionne, on marque, on crie, on chicane, on punit, on fesse. Alors, on impressionne. Dans la matière physique comme dans la psychologie. Et à un moment donné, les enfants vont aussi vouloir impressionner leurs parents, les manipuler, soit en arrivant avec les cheveux dressés jusqu'au plafond pour voir ce que les parents vont penser, soit en arrivant dans différents états. Mais c'est simplement une guerre d'impression. Alors, dans l'éducation, évidemment, de quelle façon l'impression sert-elle en éducation? Elle ne sert pas. Elle se sert elle-même. Mais elle nuit, l'éducation. On n'a pas des individus qui sont conscients et qui comprennent pourquoi agir lorsqu'on impressionne. On a des individus qui agissent de peur que. C'est extrêmement différent. Quel est le processus psychologique qui fait que l'on refuse de se souvenir, c'est-à-dire que l'on manque de mémoire? La libération consisterait-elle à boire la boisson de l'oubli? Bon, le refus de se souvenir n'empêche pas l'homme de se souvenir. Et le refus de se souvenir n'empêche pas l'homme d'être manipulé par ce souvenir. Le refus de se souvenir, c'est simplement le refus qu'a la conscience de l'homme, que l'ego va essayer d'opposer à la renaissance d'une forme mémorielle, d'un souvenir, parce que ce souvenir n'est pas pur. Je refuse de me souvenir de quelque chose parce que autour de ce souvenir, il y a souffrance. Et je refuse de me souvenir pour ne pas reconnaître une autre fois la souffrance qui est collée au souvenir, ou la peur qui est souffrance. Alors, la conscience fouille dans les souvenirs et du moment qu'elle rencontre la forme de ce souvenir, elle reconnaît aussi la forme de peur ou de souffrance qui est collée à ce souvenir. L'ego a peur de souvenir et l'ego a peur d'avoir peur. L'ego, c'est vous autres, c'est l'homme. Donc, l'ego va vouloir bâtir une espèce de programmation, de cheminement qui va lui permettre de ne pas se souvenir de formes mémorielles qui sont entourées de peur ou de souffrance. La peur et la souffrance peut être déterminée, peut s'exprimer, peut être perçue de différentes façons. Perdre la face, c'est une souffrance. Alors, je ne veux pas me souvenir de ce que je t'ai déjà dit et je vais me souvenir de ce que j'aurais voulu te dire à la place. Bon, c'est une peur, une souffrance. Alors, manquer de mémoire, ce n'est pas refuser de se souvenir. Si je prends l'expression qui est employée souvent par des personnes qui se conscientisent et qui tout d'un coup n'ont plus de mémoire. Je n'arrive pas à m'en souvenir. Je veux me souvenir, mais je ne me souviens pas. La perte de la mémoire, elle est due dans la conscientisation à deux phénomènes. Premièrement, il y a un haussement de taux vibratoire dans l'astral. L'astral est la substance matérielle qui enregistre la mémoire. Alors donc, il y a une augmentation de la vibration dans l'astral, ce qui va amener comme résultat une destruction ou une transformation des mémoires qui y sont gravées, dépendant évidemment de quelle partie de l'astral ou de quel niveau vibratoire de l'astral qui va être augmenté. Et le deuxième phénomène, c'est qu'il y a mutation neurologique chez l'individu qui se conscientise, donc les cheminements normaux interneurones qui amènent la conscience de l'homme à fouiller dans les mémoires est détruite pour être reprogrammée, c'est-à-dire que les neurones, le cheminement nerveux, neurologique, va emprunter un autre chemin que le chemin conventionnel, un chemin plus rapide, un chemin qui va emprunter moins de neurones pour rendre l'être humain plus efficace. Et entre le temps où il y a destruction du chemin conventionnel et établissement du nouveau chemin neurologique, il y a perte de mémoire temporelle. La personne va retrouver sa mémoire après un laps de temps. D'ailleurs, n'importe quelle personne qui a un blanc de mémoire et qui cherche, qui ne trouve pas, c'est simplement qu'il y a une, deux, trois ou quelques neurones qui, normalement, servaient à acheminer la conscience vers cette mémoire, qui sont mortes.
et le cerveau est en train de refaire un nouveau chemin, et pendant ce laps de temps, la personne, elle est là, puis elle cherche, ça ne vient pas. Elle a sur le bout de la langue, elle pourrait le cracher puis le lire, mais ça, bon. Alors, à un moment donné, ça va revenir et elle va pouvoir l'exprimer. Donc, il y a deux phénomènes de perte de mémoire. Mais refuser de se souvenir, c'est une personne qui va se souvenir d'une illusion. D'ailleurs, les souvenirs sont illusoires, mais mon fils est mort, mais mon fils est toujours vivant pour moi. Donc, je refuse de me souvenir. Tu m'as fait quelque chose de mal, ou je t'ai fait quelque chose de mal, et je refuse d'y revenir. Une mauvaise expérience, une opération que j'ai eue, et je refuse d'y revenir. Je veux même pas qu'on en parle. Ça, c'est le refus de se souvenir parce qu'il y a le mot souffrance attaché après le souvenir. La libération consisterait-elle à boire la boisson de l'oubli? Non. Si vous oubliez tout, vous n'avez plus d'expérience. Et si vous n'avez plus d'expérience, vous êtes comme le nouveau-né. Et observez un nouveau-né, il n'est pas un être divin. Il n'est pas un grand initié. Mais il n'a plus de mémoire. Il n'a plus d'expérience. Ou du moins, il en a une très petite partie. Alors, le fait, disons, de boire une boisson de l'oubli, c'est simplement de se présenter chez une police secrète et demander à ce qu'on nous lave le cerveau. Vous ne serez plus vous, mais vous allez être un autre réceptacle prêt à être éduqué, comme l'enfant. Non. Si vous n'avez plus d'expérience, ou vous êtes un légume, ou vous êtes en relation, en connexion avec une énergie qui est l'énergie supramentale, qui a en elle l'intelligence active, c'est-à-dire le savoir instantané. Autrement dit, un événement se présente et vous avez automatiquement, instantanément, la connaissance nécessaire pour pouvoir répondre à l'événement. Mais vous n'aurez aucune autre connaissance jamais. Parce qu'il n'y a pas de mémoire en vous, donc vous êtes libre de la manipulation, mais vous êtes libre. Mais vous êtes efficace parce que vous êtes en relation avec le Saint-Esprit, avec le savoir instantané. Alors, le feu prend, vous savez quoi faire. Une fois que vous êtes sorti, vous n'avez jamais su que le feu avait pris. Pourquoi? Parce que c'est inutile de savoir que le feu a pris, que j'ai failli mourir. La vie continue. Alors moi, faire une rétrospection que j'ai failli mourir et patati patata, c'est une perte de temps et une perte d'énergie. L'homme qui n'est pas en relation avec l'énergie supramentale est nécessairement en relation avec sa mémoire et il n'a pas le choix. Ce n'est pas la mémoire de l'homme, l'ego de l'homme, la psychologie de l'homme qui va décider un jour qu'elle-même n'existera plus, même si elle existe encore. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes ici, présent, ce soir, parce que vous l'avez en mémoire. Vous l'avez en mémoire au millième de seconde près après que l'événement se soit passé, mais vous l'avez en mémoire. Ce qui fait que si je vous demande où êtes-vous, vous allez être capable de je suis ici. Parce que vous l'avez perçu dans votre mémoire. Si dans l'instantanéité, vous oubliez toujours que vous êtes ici, vous ne pourrez pas répondre. Tu peux pas répondre. Tu ne te souviens jamais suffisamment longtemps de où tu es. L'homme est sa mémoire. Votre psychologie, votre personnalité qui s'exprime est votre mémoire. Vous allez vous asseoir d'une certaine manière parce que vous avez habitué vos muscles, votre colonne vertébrale, vos nerfs, vos tendons, votre psychologie à découvrir un confort. C'est mémoriel. C'est une habitude. C'est mémoriel. Vous avez peur de différentes choses. Vous êtes pour tel parti politique. Vous êtes pour tel genre d'emploi, pour telle sécurité sociale. C'est de la mémoire. Vous avez appris ces choses-là et vous les exprimez. Alors vous, si vous n'avez plus de mémoire, vous n'existez plus. Et vous ne pouvez pas être là en même temps que vous n'existez plus. Et évidemment, la mémoire est là comme faculté qu'elle n'oublie pas. La mémoire n'est pas une faculté qui oublie. Ça, c'était simplement pour incruster, pour impressionner les personnes. Quand on a déterminé, quand on a dit, comme M. Spock d'ailleurs, c'est le premier qui l'a dit, a dit que la mémoire est une faculté qui oubliait. La mémoire désigne ce qui retient. Et sinon, on aurait trouvé un autre nom pour désigner ce qui retient. C'est là votre foi. Alors, la mémoire, c'est vous. Et vous ne voulez pas mourir. Et vous ne pouvez pas vous libérer en éliminant la mémoire parce que vous ne saurez même plus que vous existez. Et c'est par votre mémoire que vous savez que vous êtes là, que vous vivez, que vous existez, que vous avez un passé. Sinon, vous n'êtes plus personne.
Et l'être en évolution qui n'a plus de mémoire et qui n'est pas suffisamment énergisé pour être en relation avec l'énergie supramentale, l'énergie du savoir instantané, est un être qui n'existe plus. C'est un zombie. Alors donc, la libération ne consiste pas à oublier. La libération consiste simplement à essayer de faire en sorte que l'énergie de l'intellect, l'énergie du mental, l'intellect qui est le mental assujetti à la psychologie, que l'énergie du mental se serve de l'expérience. En cela, il y a du bon. Et d'arriver à faire en sorte que la psychologie ne se serve plus de l'expérience pour essayer de déterminer ce que devra être l'extérieur. Vous avez une crevaison et vous êtes en maudit parce que vous avez en vous la mémoire d'une roue qui est bien gonflée. La psychologie, voyant la crevaison, aurait préféré que ce qu'il y a dans sa tête devienne la réalité et que la roue soit gonflée. Si c'est l'énergie mentale qui se sert de l'expérience, il verra le pneu dégonflé et il dira immédiatement, je vais sortir ce qu'il faut, je vais monter l'auto, je vais changer la roue, je vais continuer. Mais il ne verra jamais aucun problème dans l'événement. Si la psychologie oublie, parfait. Mais que l'homme boive une boisson ou que l'homme perde complètement sa mémoire, cela est une aberration évolutive pour la masse. Cela serait un immense recul dans l'Antiquité. On n'a pas une mémoire, on n'a pas un phénomène astral, qui est la mémoire, disons, nommée ésotériquement, un phénomène psychologique, simplement pour agrémenter notre vie. Il a une utilité qui est extraordinaire et le phénomène de la mémoire est suffisamment densifié aujourd'hui pour permettre à cette mémoire de se régir d'une façon efficace, autrement dit, pour pouvoir se renaître en énergie mentale, pour pouvoir se manipuler de façon à être efficace dans l'expression, dans l'événement. Vous changez une roue de secours d'une façon parfaite, sans risque, sans aucun danger dans un temps record, vous êtes efficace, votre expérience vous sert. Mais vous braillez sur votre roue qui est crevée, vous rouspétez, vous tapez dessus, votre expérience vous nuit. Parce que vous savez qu'une roue peut être gonflée. Et vous savez qu'un auto peut ne pas avoir de crevaison. Et parce que vous savez cela, vous souffrez. Et là, l'expérience est nuisible parce que c'est la psychologie qui s'en empare. Si c'est l'énergie mentale qui s'en empare, il n'y a plus de souffrance, il n'y a presque plus de manipulation. Il y a manipulation en ce sens que l'énergie mentale ne peut travailler qu'à partir de ce qu'elle a comme expérience. Donc, l'homme doit quand même rechercher l'expérience, en ce sens qu'il reste manipulé. Mais il ne peut plus souffrir. Du moins pas comme l'homme le souffre comme l'homme l'entend présentement. L'homme ne peut plus avoir peur, l'homme ne peut plus craindre, l'homme ne peut plus espérer. Mais l'homme est efficace en maudit. Et toutes les personnes, tous les grands maîtres, toutes les idéologies de grands maîtres que vous voyez sont des êtres qui justement sont mentales et ne souffrent plus dans leur psychologie. Et vous avez peur de devenir des êtres humains qui ne souffrent plus psychologiquement et en même temps, c'est ce que vous recherchez. Et d'ailleurs, c'est l'apanage de la dualité psychologique. Alors, ne perdre la mémoire, ce n'est pas une étape vers l'évolution. Que la psychologie fasse place à l'énergie mentale, là oui, c'est une étape vers l'évolution. Et l'énergie mentale qui peut s'exprimer de plus en plus souvent, de plus en plus fréquemment, est une énergie mentale qui va pouvoir s'énergiser, se dynamiser, et plus elle aura un taux vibratoire élevé, plus elle sera en relation avec l'énergie supramentale. Donc, à un moment donné, l'énergie mentale de l'homme ne sera plus, disons, tributaire de la mémoire expérientielle de l'homme, mais elle sera reliée à la mémoire, disons, de l'énergie supramentale. C'est-à-dire que le mental aura une connaissance instantanée, il n'aura plus besoin de vivre une expérience pour pouvoir être efficace dans un événement. À ce moment-là seulement, et pas parce que l'homme le veut, la mémoire va être dissoute chez l'être humain, c'est-à-dire que par différents processus, la mémoire, l'âme et tous les mémoires de l'homme vont être digérés par l'ego et l'ego sera assujetti à l'énergie mentale. Et l'homme deviendra un être qui sera mental et qui aura des émotions, c'est-à-dire qu'il y aura une émotivité qui sera dynamisante pour le mental au lieu d'avoir une émotivité qui s'exprimera seulement pour elle-même et qui nuira à l'expression du mental. Vous serez capable d'être intelligent totalement et non plus d'être psychologique. Vous ne prendrez plus une décision par goût,
mais vous prendrez une décision parce que c'est intelligent qu'elle soit prise. Vous ne déciderez pas de vous marier ou d'acheter par plaisir, par goût, ou pour combler une crainte ou une peur, ou pour assouvir un désir ou un espoir. Vous allez agir parce que ce sera intelligent d'agir de telle ou de telle façon. Vous serez donc intelligent. C'est, disons, en d'autres mots, toute explication mentale, supramentale et astrale que je viens de donner. Alors, l'être humain perdra par, disons, digestion, toutes ses mémoires lorsqu'il aura accès à l'énergie de l'Esprit Saint, dont on parle dans la Bible, où les apôtres avaient la connaissance de plusieurs langues, avaient la connaissance de presque tous les mécanismes qui régissaient l'évolution de l'homme, lorsqu'ils ont eu un contact avec l'énergie supramentale ou l'Esprit Saint. Ces apôtres, disons, n'avaient plus besoin de mémoire expérientielle. Ils ne parlaient plus au nom du Nazaréen, ils pouvaient parler en leur nom, c'est-à-dire qu'ils laissaient l'énergie supramentale s'exprimer par eux-mêmes. Et ils étaient cette énergie. Ils n'avaient plus besoin d'expérience et ils ne vivaient plus d'espoir. Alors c'est pour cela que plusieurs apôtres ont pu mourir crucifiés, ont pu mourir martyrisés, même s'ils le savaient, ils n'en avaient pas peur, car ce n'était pas la psychologie qui savait, mais l'énergie mentale. Et l'énergie mentale n'a pas peur. Elle sait. Et si c'est intelligent qu'une chose soit faite, même s'il y a disparition du corps physique, cette chose sera faite. Si c'est intelligent qu'elle ne soit pas faite, elle ne sera pas faite. Mais ce n'est pas question de mémoire ou de psychologie. L'être humain, dans son évolution, finit par être en relation avec l'énergie supramentale et à cet instant, il n'a plus besoin de ses mémoires. Il ne se retourne pas sur lui-même et avec un marteau, il brise ses mémoires. Il y a un processus de dynamisation qui va permettre à l'énergie mentale d'augmenter son taux vibratoire et le mental sera servi par Satan. Le mental sera servi par une forme d'astral non polluante et non polluée. Il aura une émotivité intelligente. Vous savez que le diable et Satan ne sont nos ennemis que tant qu'ils ne sont pas réduits en esclaves. Et celui qui doit être le maître, ce n'est pas l'astral, ce n'est pas la psychologie, c'est le mental. Si c'est intelligent d'avoir un esclave, on a un esclave. Si ce n'est pas intelligent, on n'en a pas. Ce n'est pas question de goût ou de désir. Vous ne voulez pas évoluer par goût, par plaisir. Vous pensez vouloir évoluer par goût, par plaisir, mais vous voulez évoluer parce que vous n'avez pas le choix. Parce que vous vous posez des questions, parce que vous cherchez des réponses, parce que vous voulez combler des lacunes, mais pas par goût, par plaisir, parce que vous n'avez pas le choix. Et dans ce pas le choix, on peut prendre goût à évoluer. Mais vous ne cherchez pas à comprendre par goût, même si vous pouvez goûter la recherche. Il y a plusieurs questions qui viennent sans mémoire. Je ne sais pas, en 2-3 minutes, ça se fait-tu? Tu nous dises un peu le processus, comment une information est stockée dans la mémoire? C'est-tu trop complexe ou... Non, c'est pas trop complexe, pour te le dire. Non, je suis d'accord. C'est utile, d'abord. Bon, je vais répondre. Et bon, la mémoire, elle est stockée, disons qu'on va laisser faire le processus chimique de stockage de la mémoire, parce que là, disons qu'on s'étendrait. Sachez simplement que la mémoire, elle est de deux ordres. Il y a une mémoire qui est vibratoire, c'est-à-dire qui est stockée à l'intérieur de l'énergie vitale chez l'homme, énergie vitale qui est en relation avec la vie, énergie vitale qui est canalisable par l'acupuncture, entre autres, énergie vitale qui est de trois types. Premièrement, un type tellurique, ou yin, un type solaire, ou yang, et un type médian de synthèse, une énergie vitale typiquement humaine. L'homme qui mange un fruit, le fruit, il le cueille, le fruit est gavé d'énergie tellurique prise par les racines au sol et d'énergie solaire, yang, prise par le soleil. Il le cueille, il le place sur une table et le fruit ne pourrit pas. Le fruit continue à croître parce qu'il est gorgé d'énergie vitale et l'énergie vitale est la vie. L'homme qui le mange de la vie. Cette énergie vitale enregistre de la mémoire parce que c'est elle qui garde la forme. Lorsque l'énergie vitale du fruit quitte le fruit pourrit, la forme disparaît. C'est un processus mémoriel. Elle garde la forme. La psychologie de l'homme, évidemment, interfère avec l'énergie vitale et lorsque la psychologie change, l'énergie vitale est transformée. Ce qui amène dans le corps physique, dans l'expression physique, une transformation des lignes de la main, des caractères du visage, de l'expression, de l'écriture, etc. Juste pour vous montrer la relation de la psychologie, l'énergie vitale, et le vital et le corps. Il y a une mémoire typiquement chimique.
chimique, c'est-à-dire que si on est capable, à un moment donné, de faire, d'avoir, disons, une extraction de cette mémoire chimique, on serait capable de l'injecter chez notre individu et de lui donner la connaissance, disons, d'un médecin ou de quelque chose, d'une profession. Et cette mémoire chimique, elle est presque découverte présentement par la médecine, c'est-à-dire que les médecins, les savants, les chercheurs en ont une idée, ils croient maintenant que la mémoire peut être chimique, mais ils n'en sont pas sûrs. Ils vont la découvrir à un moment donné. La mémoire, elle est stockée dans le cervelet, entre autres, chez l'être humain, et dans l'hippocampe. Disons que là, on va dans des détails un peu trop neurologiques. La mémoire, elle est stockée dans le sang, dans le liquide céphalorachidien. C'est une espèce de liquide, disons, quand on a une ponction lombaire, c'est ce liquide qu'on va chercher, qui enveloppe le cerveau et la moelle épinière dans la colonne, et il est stocké chimiquement dans le bulbe rachidien et dans l'hippocampe, c'est-à-dire c'est une partie qui relie les deux hémisphères cérébrales. La mémoire, elle est de plusieurs formes, on l'a vu tout à l'heure, et lorsque l'individu reçoit par la lumière une vibration, cela est transmis en électricité jusqu'à une partie du cerveau où elle sera analysée et stockée dans des produits chimiques, c'est-à-dire que il y aura une réaction. Et sachez en partant que les produits chimiques dans l'homme ne sont pas des produits chimiques de formule chimique aussi simple que NaCl ou CaHCO3, comme l'acide acétique ou le chlorure de sodium, le sel de table. Il y a d'immenses, disons, atomes de carbone mélangés avec de l'oxygène, de l'hydrogène, ce qui fait qu'en fin de compte, on a simplement, comme codage mémoriel, à ôter un hydrogène, placer un oxygène pour avoir une information. Et si on a différentes molécules pour les remplacer par d'autres, on a une nouvelle information. Si on prend par exemple la mémoire génétique, la mémoire génétique, elle est formée dans le noyau de la cellule et elle est de deux ordres. On va parler du principal qui est l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. C'est une espèce de grande chaîne qui est faite en tire-bouchon et qui ne contient que 4 molécules qui, comme telles, vont se soutenir sur un support. Alors, on a donc de la thymine, de la guanine, deux autres formes de molécules, disons qu'on va passer, et seulement 4 sortes, disons qu'on aurait l'oxygène, l'hydrogène, l'azote et le carbone. 4 seules sortes d'atomes qui vont déterminer une différenciation humaine aussi complexe que les 4 milliards 800 millions d'individus sur la Terre. C'est une mémoire qui est déterminée par 4 seules formes, disons, de molécules qui se tiennent sur un support de sucre, un ribose, et selon que je mets telle molécule à une place et telle molécule à une place à travers un choix de 4 sur une grande chaîne, j'ai un être humain qui a les cheveux blonds, qui a les cheveux un peu moins foncés, qui a les yeux de telle couleur, qui a telle longueur d'intestin grêle, qui a telle grandeur de pied, qui va avoir tel genre de corde vocale, bref, ce que vous savez. Et c'est une mémoire qui est déterminée par 4 molécules. La mémoire chimique chez l'homme est déterminée par un peu plus de molécules que 4. Et c'est déjà extraordinaire, disons, la variation génétique que l'on peut avoir dans l'expressivité, justement, des corps. Alors, la mémoire, elle est chimique, et tout ce qui arrive simplement, c'est que la vibration que j'entends est transformée en électricité, elle va jusqu'à mon cerveau, et elle va déterminer le codage de substances qui sont organiques chez l'homme. J'appelle produits chimiques, qui restent organiques. Donc, elle va déterminer la construction et la transformation de tel genre de molécules. À la longue, l'affinité qu'ont ces molécules l'une pour l'autre fait qu'elles vont s'intermêler, ce qui fait que le temps transforme et efface la mémoire. L'individu qui veut développer une mémoire extraordinaire, une mémoire efficace, doit apprendre comment effacer sa mémoire et comment mémoriser l'important. Ça, si vous allez dans des cours où vous allez vouloir apprendre à avoir une bonne mémoire efficace, ben c'est le premier apprentissage, c'est de savoir quoi oublier. C'est-à-dire que tu arrives effectivement à effacer. Et quand on fait un lavage du cerveau, on retransforme les molécules qui sont chimiques de ce schéma mémoriel, cette bande, disons, magnétique, mais qui est chimique, on l'efface. On la perturbe et l'individu fouille et ne trouve rien qui est, cohérent. Alors après, on va recoder ces substances chimiques et on va reformer. Maintenant, à l'intérieur du sang, il y a énormément de traces de cette substance chimique. Et dans le liquide céphalorachidien, il y a évidemment beaucoup de traces. Ce qui fait que la psychologie égoïque de l'homme, la mémoire consciente, se retrouve
surtout dans le sang et dans le liquide céphalorachidien. Par le cœur,